Bonjour à tous, je suis Marlène Guillon, je suis postdoctorante au Centre d'études et de recherche en développement international à l'Université Clermont-Auvergne. L'objectif de ce module, c'est d'introduire la thématique de l'économie comportementale et d'essayer de comprendre comment ces concepts peuvent être utilisés pour l'élaboration des politiques publiques. L'analyse économique traditionnelle repose sur une représentation simplifiée de l'individu, l'homo economicus. Par hypothèse, l'homo economicus est un individu parfaitement rationnel, égoïste et dont les préférences sont stables dans le temps et en fonction des contextes. Ces hypothèses facilitent la modélisation des comportements, mais sont bien sûr restrictives et ne reflètent pas la complexité de nos prises de décision. L'économie comportementale, qui est à l'intersection entre l'économie et la psychologie, va permettre une compréhension plus fine des biais cognitifs et émotionnels qui affectent nos prises de décision. Dans sa dimension descriptive, l'économie comportementale s'attache à expliquer pourquoi les comportements des individus dévient des prédictions des modèles de l'économie classique. Dans sa dimension normative, les prédictions des modèles d'économie comportementale sont utilisées pour informer les décideurs publics sur les politiques à mettre en place. En particulier, les prédictions des modèles d'économie comportementale vont permettre de formuler des stratégies qui visent à orienter, mais sans les contraindre, les choix des individus. C'est ce qu'on appelle des nudges. Ces nudges, ils fournissent un outil de politique publique supplémentaire en parallèle des outils traditionnels tels que les interdictions ou les incitations monétaires pures comme les taxes ou les subventions. Et ce nouvel outil, le nudge, il va aussi pouvoir être utilisé dans le domaine de la santé pour formuler des politiques de santé publique plus efficaces. L'économie comportementale peut par exemple permettre de formuler des campagnes de prévention plus efficaces. Plusieurs biais cognitifs comme l'aversion à la perte ou le désir de conformité aux normes sociales peuvent permettre de formuler des messages de prévention plus efficaces. L'aversion à la perte, elle caractérise la tendance des individus à accorder plus d'importance à une perte qu'à un gain d'une même taille. Et plusieurs études en économie comportementale ont montré comment cette aversion à la perte influence nos décisions de santé. Dans une étude de 2008, Guérent et co-auteurs ont par exemple mesuré les intentions de vaccination chez deux groupes d'étudiantes aux États-Unis. Dans une étude de 2008, Guérent et co-auteurs ont par exemple mesuré les intentions de vaccination contre le papillomavirus chez deux groupes d'étudiantes américaines. Dans le premier groupe, les étudiantes ont été informées sur les risques associés à ne pas recevoir la vaccination. Par exemple, on leur disait « Ne pas se faire vacciner contre le papillomavirus augmente votre risque de développer un cancer du col de l'utérus ». Dans ce premier groupe d'étudiantes, le message de prévention était donc formulé sous forme de perte. Dans le deuxième groupe d'étudiantes, les étudiantes ont reçu des informations associées aux bénéfices de la vaccination. On leur disait par exemple, se faire vacciner contre le papillomavirus réduit votre risque de développer un cancer du col de l'utérus. Et donc le message de prévention était cette fois dans ce second groupe formulé sous forme de gain. Les résultats de l'étude montrent que les étudiantes du premier groupe étaient plus susceptibles d'avoir l'intention de se faire vacciner et il semblerait donc que pour favoriser certains comportements de prévention comme le dépistage ou la vaccination, il soit plus intéressant de mettre en avant les pertes associées à la non-adoption de ce comportement plutôt que les gains associés à son adoption. L'économie comportementale a également montré comment nos capacités cognitives influencent nos décisions de santé. Il nous est par exemple difficile de faire un choix dans une situation où un nombre trop important d'options nous est présenté. Cette difficulté dans le domaine de la santé, elle a été particulièrement illustrée dans le cas des couvertures santé aux États-Unis. Les études sur le sujet ont d'abord montré qu'offrir trop d'options de couverture pouvait décourager la souscription à une couverture santé. Les études ont également montré que proposer trop d'options de couverture pouvait mener à un choix sous-optimal de la part des individus. Par exemple, dans une étude de 2009, Tannus et co-auteurs ont étudié la probabilité de choisir la couverture santé optimale en fonction du nombre d'options de couverture proposées. Dans l'expérience, les participants devaient choisir une couverture Medicare partie D, soit entre 6 propositions pour le premier groupe, soit 24 propositions pour le second groupe. Le choix de la couverture santé dépendait principalement de 3 critères, la prime mensuelle, le reste à charge mensuel et la distance à la pharmacie la plus proche. Et dans les deux groupes, il existait une couverture optimale qui dominait toutes les autres sur les 3 critères de choix. Les résultats de l'étude ont montré que les participants faisant face à 24 options de couverture étaient significativement moins susceptibles de choisir la couverture optimale. Alors ces différentes études, elles ont d'importantes implications en termes de politique publique.
Elles nous disent d'abord que même si théoriquement la possibilité de trouver la couverture optimale augmente avec le nombre d'options proposées, réduire le nombre d'options peut au final permettre d'augmenter le taux de souscription et de favoriser le choix de la couverture la plus adaptée. S'il est impossible de réduire le nombre d'options de couverture, plusieurs interventions peuvent être mises en place pour limiter la difficulté cognitive du choix, pour favoriser la souscription et le choix de la couverture la plus adaptée. Les décideurs publics peuvent par exemple choisir de mettre en place des outils permettant de comparer plus facilement les différentes couvertures santé, par exemple des outils permettant de calculer les restes à charge en fonction des caractéristiques des participants ou des personnes éligibles. Ils peuvent également pousser à la standardisation des différentes options de couverture afin d'augmenter leur comparabilité. Les autorités publiques peuvent par exemple pousser à la standardisation des différentes options de couverture pour augmenter leur comparabilité ou mettre en place des outils permettant de calculer les niveaux de reste à charge de chaque couverture en fonction des caractéristiques des personnes éligibles. L'économie comportementale peut également être mobilisée dans la lutte contre le surpoids ou l'obésité. La difficulté à adopter et à maintenir une alimentation équilibrée ou une activité physique régulière est exacerbée par ce qu'on appelle l'incohérence temporelle. L'économie comportementale peut également être mobilisée dans la lutte contre le surpoids et l'obésité. La difficulté à adopter et à maintenir une alimentation équilibrée ou une activité physique régulière est exacerbée par ce qu'on appelle l'incohérence temporelle. Les études en économie comportementale ont en effet montré l'existence d'une préférence pour les gratifications immédiates chez la plupart des individus. Et cette préférence pour les gratifications immédiates, elle pousse les individus à ne pas se tenir à leurs décisions, y compris dans le domaine de la santé. Pour essayer de lutter contre cette incohérence temporelle et pour favoriser des comportements de santé plus sains, des mécanismes de pré-engagement peuvent être mis en place. L'objectif de ces mécanismes de pré-engagement, c'est d'empêcher à l'incohérence temporelle d'agir sur les décisions le moment venu. Par exemple, des systèmes de précommande dans les cantines ont montré leur efficacité pour augmenter la qualité nutritionnelle des repas choisis. La mise en place de contrats d'engagement qui va en parallèle jouer sur la version à la perte peut également être envisagée. Dans ces contrats d'engagement, les individus vont choisir de parier une certaine somme d'argent sur la tenue d'objectifs, notamment dans le domaine de la santé, comme perdre du poids ou faire plus de sport. À une période donnée, les individus vont tout simplement perdre leur argent s'ils n'ont pas rempli leurs objectifs de santé. Dans une étude de 2011, John et co-auteurs ont testé l'impact de ce type de contrat d'engagement dans le cadre d'un programme de perte de poids. Dans cette étude, les participants étaient randomisés soit vers un groupe de contrôle, soit vers un groupe de traitement avec contrat d'engagement sur lequel ils pouvaient placer entre 0 et 3 $ par mois. À la fin de chaque mois, les participants randomisés vers le groupe de traitement pouvaient récupérer l'argent qu'ils avaient parié s'ils avaient effectivement tenu leurs objectifs de perte de poids. Les résultats de l'étude montrent que le contrat d'engagement a eu un impact positif sur la perte de poids puisque 32 semaines après le début du dispositif, les patients randomisés vers le groupe avec contrat d'engagement avaient perdu en moyenne 3,9 kg contre seulement 500 grammes chez les participants du groupe de contrôle. Le contrat d'engagement a eu un effet bénéfique sur la perte de poids dans cette étude puisque les participants randomisés vers le groupe de traitement avec contrat d'engagement avaient perdu en moyenne 3,9 kg après 32 semaines contre seulement 500 grammes dans le groupe de traitement. Donc le contrat d'engagement a montré un impact bénéfique sur la perte de poids puisque les participants bénéficiant de ce contrat avaient perdu en moyenne 3,9 kg après 32 semaines contre seulement 500 grammes dans le groupe de contrôle. En conclusion, l'économie comportementale a mis en avant un certain nombre de biais cognitifs et émotionnels qui affectent nos prises de décision, y compris dans le domaine de la santé. La mise en place de nudges qui utilisent ou qui corrigent ces biais peut permettre de favoriser des comportements de santé qui sont plus sains. Et les nudges sont utilisés de manière croissante dans l'élaboration des politiques de santé publique. Malgré cette utilisation croissante, la littérature a mis en avant un certain nombre de questions relatives à l'utilisation des nudges. La première de ces questions, c'est de savoir si les nudges sont capables d'influencer nos comportements de santé à long terme. En effet, l'utilisation croissante des nudges est susceptible de réduire leur efficacité dans la mesure
où les individus vont être de plus en plus conscients de l'objectif de ces nudges et vont être de plus en plus conscients de leurs propres biais comportementaux. La première question, c'est de savoir si les nudges sont capables d'influencer nos comportements de santé à long terme. L'utilisation croissante des nudges est en effet susceptible de réduire leur efficacité dans la mesure où les individus vont être de plus en plus conscients de l'objectif de ces nudges et de leurs propres biais comportementaux. Des questions éthiques relatives à l'utilisation des nudges ont également émergé dans la littérature en économie comportementale ces dernières années. La mise en place de politiques visant à orienter les comportements des individus est en effet jugée par certains comme paternaliste et infantilisante. De manière plus grave, l'utilisation de nudges pourrait être faite dans le but de pousser à des comportements qui sont contraires à l'intérêt individuel des personnes ou à l'intérêt général. La réflexion à ce sujet doit être poursuivie et surtout, elle doit mener à l'établissement de garde-fous qui visent à s'assurer que les nudges mis en place le sont toujours dans le cadre d'intérêts légitimes.